Bonjour à tous et bienvenue à ce talk sur LinuxKit, donc le Linux façon IKEA. Donc aujourd'hui on va vous présenter le projet et notre objectif c'est de vous donner toutes les clés pour pouvoir assembler votre OS comme vous l'auriez fait avec un meuble IKEA par exemple. Donc je me présente, je suis Pierre Ivaillet, je suis consultant formateur chez Zenica Nantes. Et puis sur mon temps libre je fais aussi de la musique comme on peut le voir et sinon je fais pas mal d'impression 3D, donc je m'amuse avec tout ça. Et donc moi c'est Eric Briand, donc je suis développeur à Zenica Nantes et toutes les problématiques DevOps, etc. ça me plaît bien. Donc Docker ça me plaît beaucoup et c'est comme ça que je suis venu à m'intéresser à LinuxKit. Donc tous les deux on est de Zenica. Donc Zenica on est une petite SS2I qui est un peu partout en France. Donc il y a une agence typiquement à Nantes, on est une vingtaine. Et nous notre métier c'est de faire du développement, de faire de la formation, faire du consulting. Et aussi on est vivement encouragé, vivement aidé pour bien nous amuser. Et donc c'est typiquement pour ça qu'on est là pour parler de LinuxKit. Donc déjà, je vais poser 2-3 petites questions. Qui dans la salle manipule des VM au quotidien? Il y a une bonne moitié de personnes, c'est bien. Qui manipule des conteneurs au quotidien? Il y en a même plus. Et qui construit son OS? Il y en a un, deux. Il y en a quelques-uns. Voilà. Donc c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc on va vous présenter les motivations du projet. Donc qu'est-ce que c'est LinuxKit, pourquoi ça existe, sa communauté. Après on va voir comment construire notre OS, comment le déclarer. On va ensuite enchaîner sur des petites démos. Directement en live, on va construire des petites distribs pour vous montrer comment ça fonctionne. Et puis on vous donnera nos retours par rapport à la technologie. Donc le premier rappel qu'on voulait faire, c'est un slide pour ceux qui ont déjà vu des présentations sur Docker. C'est un slide qu'on voit assez souvent. La différence entre conteneur et VM. Donc typiquement, si on met une application dans une VM, pour pouvoir la faire tourner, il faut ses librairies. Il faut aussi un OS complet pour pouvoir le faire tourner. Et tout ça, ça tourne sur un hyperviseur. Donc ça marche très bien, il n'y a pas de problème avec les VM, c'est bien isolé, c'est déjà bien maîtrisé. Le seul problème de ça, c'est que ça consomme quand même pas mal de ressources. Un conteneur, par contre, lui, pour mettre notre application dedans, on va juste mettre les librairies, et par contre, on n'a pas besoin d'OS. Et donc on s'appuiera directement sur Docker pour pouvoir faire tourner notre application. Donc ça, c'est un modèle qui est maintenant qui commence à être assez courant. Par contre, dans ce schéma-là, en fait, il y a une partie qui n'a pas beaucoup changé. C'est la partie OS. C'est quelque chose encore qui n'a pas eu tant de travail dessus. Donc nous, en fait, on voulait faire une analogie avec les meubles. Donc un OS actuel, c'est un peu comme une armoire normande. Donc une armoire normande, c'est construit dans un atelier par plusieurs personnes, donc ça coûte assez cher. Donc un OS, pareil, ça demande beaucoup d'engineering pour le faire, ça coûte vraiment beaucoup d'argent. Ensuite, pour le transporter, l'armoire normande, il faut louer un camion, il faut le passer par la fenêtre, etc. Parce que c'est déjà monté. Un OS, c'est pareil, ça va être plusieurs gigas, plusieurs dizaines de gigas. Faut réussir à le transférer, il faut un CD, il faut une clé USB, il faut le faire transférer sur une connexion Internet. Ça peut être un peu compliqué. L'autre aussi, une armoire normande, c'est gros, on met plein de trucs dedans, on peut fourrer plein de bazar dedans. Comme un OS, une fois qu'on a notre OS, on va installer des outils, des petits trucs, des petits scripts, des machins, et puis on en met partout, puis au bout d'un moment, on ne sait plus trop ce qu'il y a dedans. Donc c'est un peu le problème. Et après, derrière, le problème, c'est que si notre armoire s'abîme, ou notre OS, il y a une faille, va falloir faire un patch de sécurité spécifiquement pour notre cas, parce que typiquement, on a installé telle version de logiciel, etc. Donc c'est toujours du fait main. Donc c'est un peu compliqué, et ça coûte aussi très cher, et généralement, c'est mal réparé. Et quand on veut s'en débarrasser, c'est un peu compliqué aussi. Pour l'évacuer, notre OS, on est tellement accroché à l'OS que du coup, pour en changer, c'est assez compliqué. Et donc c'est pour ça que typiquement IKEA, pour répondre à la problématique des meubles, ils ont fait par exemple la Kallax. Donc si on compare ça par rapport à l'armoire normande, typiquement déjà pour la monter, c'est des pièces standards. Donc typiquement IKEA va réutiliser des pièces standards d'autres meubles et on le récupère en kit. Donc on l'emmène chez nous, c'est quand même vachement plus simple. On le monte nous-mêmes. L'avantage aussi, c'est que on va peut-être mettre moins de choses dedans, mais l'avantage, c'est qu'on sait exactement qu'est-ce qu'on met dedans. C'est assez bien trié. S'il y a un problème avec notre meuble, vu le prix que ça coûte, on ne s'embête pas. Il s'est cassé, on le jette et on en reprend un autre. Et généralement, ça coûte quand même vachement moins cher. C'est avec cette idée-là en fait, que LinuxKit a été créé. Donc LinuxKit, le but, le principe fondateur, c'est déjà de faire un OS qui est découpé en composants standardisés et conteneurisés. Donc ça veut dire que chaque partie de notre OS, ça va être
une image, ça va être une image Docker. Donc ça va être l'avantage de ça, c'est que ça va être des parties réutilisables. Donc ça va être construit une fois, et puis après on pourra les réutiliser pour différents OS. Ensuite, le deuxième principe, ça va être l'immutable infrastructure. Donc par défaut, quand vous démarrez un Linux Kit, un OS construit avec Linux Kit, tout le file system sera en read-only. Donc l'avantage de ça, c'est qu'il n'y aura pas possibilité d'installer n'importe quoi, il va falloir le déclarer à l'avance. Et s'il y a un problème, s'il y a un patch à faire, typiquement, on va jeter notre OS et on va reconstruire un autre. L'OS aussi est minimaliste, donc l'intérêt d'avoir des OS minimalistes, c'est typiquement d'être beaucoup plus sécurisé, donc d'avoir une surface d'attaque minimale. Donc on ne va pas embarquer, je sais pas, un serveur X ou des choses comme ça pour au final d'avoir juste exposé un service web. On n'a pas besoin de tout ça. Là, on va construire un OS vraiment spécialisé pour juste le besoin de notre application. Et aussi l'idée d'avoir un OS minimaliste, ça va vous permettre d'avoir une construction et un démarrage très rapide. Donc on verra après dans la démo, c'est qu'en quelques secondes, on peut construire un OS et même le démarrer. Et donc ça, l'idée derrière, c'est jusqu'à maintenant, dans une intégration continue, on construisait des packages d'applications. Là, on va pouvoir construire directement l'OS en intégration continue. Et donc on pourra même commencer à tester des choses comme ça. S'il y a des gens parmi vous qui se sont intéressés à ce qu'on appelait les unikernels, on retrouve quand même pas mal de principes de l'unikernel, mais ce n'est pas de l'unikernel. Donc c'est juste pour dire que c'est une autre approche à l'unikernel. Donc le projet en lui-même, il se définit comme une boîte à outils pour construire des OS sécurisés, portables, et qui sont vraiment à destination des conteneurs. Donc l'idée de ces OS-là, c'est de faire tourner des conteneurs dessus. Ça a été créé par Docker Inc. et c'est écrit en Go. Donc ça a été open sourcé à la DockerCon de Austin au mois d'avril. Donc ça fait quelques mois maintenant. Donc c'était quand même quelque chose qui était utilisé en interne depuis un petit moment. C'était à base de scripts, etc. Donc là, quand ils l'ont open sourcé, ils ont commencé à faire quelque chose d'un peu plus structuré. Et donc on pouvait trouver ça sur GitHub. Et donc le point à noter, c'est qu'actuellement, il n'y a toujours pas de release. Quand on a commencé à travailler dessus, on espérait avoir une première release pour la DevFest, mais on n'en a toujours pas. Donc la première release en fait, va avoir lieu dans quelques semaines normalement. Elle est conditionnée en fait, par rapport à Containerd. Donc Containerd, c'est le container runtime de chez Docker de plus bas niveau. Donc actuellement, il est en bêta, mais il devrait passer en release assez bientôt. Et dans la foulée, il y aura une première release de LinuxKit. Juste pour bien préciser, parce que dans ma phrase, j'ai utilisé plusieurs fois images, etc. Une image Docker et une image OS, c'est vraiment deux choses séparées. Donc une image Docker, ça va être votre application, par exemple, alors que là, on va vraiment construire un OS complet. Donc un exemple, Docker se sert de LinuxKit pour construire la VM qui tourne quand vous faites du Docker for Mac. Un autre exemple, c'est peut-être il y en a parmi vous qui connaissez Rancher OS. Donc Rancher OS, c'est un OS pareil spécialisé pour faire tourner des conteneurs. Il commence à utiliser LinuxKit pour construire l'OS. Donc là, on est vraiment sur des images système. Et donc potentiellement, on peut le faire tourner sur une machine physique, on peut le faire tourner sur un hyperviseur. On n'est pas en train de construire des images Docker. Ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que le repo GitHub de LinuxKit, ce n'est pas juste le code source et la documentation. Il y a vraiment d'autres répertoires très intéressants. Le premier, c'est PKG. Donc en fait, ça va être toutes les briques de base des OS. Donc on va retrouver DNS, DHCP, CD, SSHD. Donc il y en a une petite trentaine. Et donc en fait, chacun de ces packages, c'est une image Docker. Et vous allez retrouver en fait tous les fichiers pour construire ces packages de base. Donc l'avantage, c'est que même les éléments de base, vous pouvez retrouver comment les construire. Et vous pouvez même les construire vous-même. L'autre répertoire intéressant, c'est kernel. Donc là, en fait, vous avez tout l'outillage pour construire votre propre kernel. Donc c'est quand même une opération qui n'est pas forcément évidente. Et donc là, en fait, vous avez déjà tous les scripts, tout ce qu'il faut pour vous-même. Le kernel qui propose par défaut ne vous plaît pas parce qu'il manque tel flag activé, etc. Vous pouvez vous-même le customiser. Un autre répertoire, donc examples. Donc là, comme son nom l'indique, ça va être vraiment des fichiers descripteurs de base de LinuxKit. Donc on va retrouver plein de choses pour débuter avec LinuxKit. Donc nous, on a trouvé ça vraiment pratique pour mettre un pied dedans. Et les deux autres répertoires, pour finir, c'est Projects et Blueprints. Donc là, c'est des systèmes complets basés sur LinuxKit. Donc typiquement, Projects, ça va être plus des projets maintenus par la communauté. On va retrouver, par exemple, de quoi faire un cluster Swarm, de quoi faire un cluster Kubernetes. Enfin voilà, il y a plein de projets. Et Blueprints, pour l'instant, dedans, il y a tout ce qu'il faut pour faire la VM, donc de Docker for Mac. Donc là, pareil, vous avez directement la recette pour le faire.
En termes de communauté, pour l'instant, elle n'est pas énorme. Donc il y a 72 contributeurs, j'ai regardé tout à l'heure. Donc c'est pas énorme. Par contre, ce chiffre-là en fait reflète pas vraiment en fait le nombre de personnes qui s'y intéressent ou qui l'utilisent. Disons qu'il y a des groupes qui se servent déjà de LinuxKit pour des expérimentations, voire même un petit peu plus, mais qui vont pas forcément contribuer au projet. Donc du coup, le chiffre n'est pas vraiment révélateur de la portée du projet. En termes de stars, donc 3000, donc c'est pareil, c'est pas énorme. Et par contre, vu que c'est Docker Inc. Qui fait vraiment le projet, Docker Inc. c'est vraiment construit autour de la communauté. Donc là aussi, le projet est vraiment dirigé vers la communauté. Donc ils ont mis en place deux choses. Ils ont mis en place les Special Interested Groups. Donc en fait, c'est des groupes d'intérêt communs qui vont se focaliser sur des points précis de LinuxKit. Donc là, le premier qui a été monté, par exemple, c'est la sécurité. Donc c'est tout ce qui tourne autour de la sécurité. Donc régulièrement, il y a des gens qui se réunissent via visioconférence pour parler de la sécurité dans LinuxKit. La deuxième chose qui a été mise en place, qui est vraiment intéressant, c'est le Weekly Development Report. Donc vu qu'il n'y a pas encore de release, on n'a pas de release note, etc. Par contre, il y a un rapport hebdomadaire de qu'est-ce qui s'est passé d'intéressant et de marquant sur le repository. Dans les faits, ça fait 2 mois qu'il n'y a pas eu de Weekly Development Report. Du coup, le contributeur principal, c'est Justin Cormack et il y a son acolyte Rolf Noschbauer, qui en fait, ils expliquent qu'actuellement, leur outillage pour au moins faire le squelette des Weekly Development Reports c'est cassé, donc il faut juste qu'ils le réparent et ils recommenceront. Mais c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et il y a déjà des conférences donc, qui sont généralement pendant les DockerCon. Donc, aujourd'hui, il y a le Moby Summit. Donc à Copenhague, en même temps, il y a des gens qui parlent de LinuxKit aussi. Voilà. Donc c'est quand même déjà un sujet qui fait parler pas mal. Et typiquement, donc à la DockerCon, les gens parlent de LinuxKit comme si c'était déjà leur quotidien. Donc c'est quand même déjà quelque chose qui est quand même beaucoup utilisé dans la communauté Docker. Donc on va maintenant s'intéresser au plan de montage. Donc comme l'a évoqué Eric, l'idée c'est vraiment d'avoir un OS en kit avec différentes parties qu'on va venir assembler en suivant une notice. Donc là vous avez de décrit le plan de montage de votre OS. Et bon, là comme ça peut paraître un peu rébarbatif, donc on va le détailler partie par partie. Donc la première partie, ça va consister à avoir le kernel de votre OS, tout simplement pour pouvoir le démarrer. Cette partie-là, on va partir d'un conteneur Docker, comme toutes les briques de l'OS qui sont, tous les composants de l'OS sont des conteneurs Docker, mais on ne va pas tout utiliser de ces conteneurs Docker. Là, notamment, ce qu'on va utiliser, c'est uniquement le file system, donc le file system qui embarque le binaire du kernel. Et puis, donc, on va décrire le kernel qu'on va utiliser en indiquant l'image Docker qui l'embarque, et la ligne de commande qu'on va passer au kernel. Ce que vous voyez ici, c'est simplement pour lui indiquer qu'on souhaite accéder aux consoles, donc simplement l'invite de commande, une TTY non sécurisée et une sécurisée donc par un login et un mot de passe. Dans les couches suivantes, une fois qu'on a booté le kernel, le système d'exploitation va initialiser le premier processus, donc init. Dans le cadre de LinuxKit, à nouveau, on va utiliser donc des images Docker. On va à nouveau n'utiliser que le file system. Donc ils utilisent un init particulier dont le seul objectif, ça va être d'instancier, de lancer runc et containerd qui va être le runtime pour lancer derrière vos conteneurs Docker et pouvoir avoir les composants qui vont vraiment être utiles à votre OS. Donc tout ce qu'on a vu pour l'instant, que ce soit le kernel ou l'init, ce ne sont que des parties où on utilise les file system des conteneurs et où ça va nous permettre de mettre en place le runtime de conteneurs. D'accord ? Donc on arrive à une partie suivante où là on commence à rentrer plutôt dans les composants utiles de notre OS. Donc le premier ici, qui est décrit, c'est la partie onBoot. Là ça veut dire qu'on va lancer un processus dans un conteneur et qu'on va le lancer pour qu'il s'exécute brièvement. Il va être exécuté une fois au démarrage de la machine, puis quand il sera terminé, il va s'arrêter et il va simplement laisser la machine dans l'état qu'on souhaitait. Donc là par exemple, c'est le cas pour un client DHCP. Si on a besoin du réseau, il va falloir lancer un client DHCP. Ce client DHCP, il va être lancé par le biais de ce descripteur onBoot dans une image Docker qui va nous lancer donc la commande DHCPCD, et donc tout simplement qui va nous permettre d'avoir notre adresse IP pour avoir par la suite les aspects réseau.
Ça, c'était la première partie, donc c'était la partie qui s'exécute une fois au démarrage. Et puis, donc, il y a la partie service, où là, c'est vraiment la partie utile. C'est-à-dire que votre OS, si vous le construisez, c'est pour qu'il vous rende un service. Donc là, les services sont les exécutables qui vont s'exécuter qui vont exister pendant toute la durée de vie de la machine. D'accord? Donc, par exemple, un serveur HTTP, un serveur de streaming, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer comme service. Là, on a un getTTY, ça permet justement de se connecter à notre invite de commande qui a été créé par les commandes qu'on a passées au kernel. Alors vous voyez qu'il y a une super option qui est très prod-ready, insecure true. Ça, tout simplement, je l'ai précisé tout à l'heure, on passe les commandes au lancement du kernel pour créer les invites de commandes. Certaines sont sécurisées, donc nécessitent un login mot de passe. Là, c'est pour préciser qu'on veut avoir une invite de commande sans avoir besoin de saisir un login mot de passe, ce qui est plus pratique pour le debug et pour les démos, mais qui n'est pas fait pour la prod, bien évidemment. De toute façon, comme on l'a évoqué, l'idée derrière, c'est de ne pas avoir une invite de commande sur votre OS. Il doit être créé entièrement à partir du manifeste, lancé, et une fois que vous avez à intervenir dessus, vous faites comme le pet versus cattle, vous shootez la machine et vous la recréez depuis le plan. Il y a ensuite une autre partie, donc Files, qui va permettre d'ajouter, au moment de la construction de l'image, des fichiers qui vont être intégrés tout simplement dans la machine. Donc là, par exemple, c'est que si on veut lancer comme service un serveur SSH, on va lui ajouter la clé publique qui va nous permettre de se connecter sur ce serveur SSH. L'autre option qu'on a, et qui est ici, c'est la partie Trust. Comme l'a évoqué Eric, il y a un des objectifs de LinuxKit, c'est vraiment de mettre l'accent sur la sécurité. Normalement, toutes les images que vous téléchargez, elles peuvent être signées. Toutes les images Docker, il y a un mécanisme de signature. Le fait d'indiquer Trust comme ça, donc on peut l'indiquer au niveau d'une organisation ou au niveau des images, ça permet de dire à quel niveau on va effectuer les vérifications de signature des images. Donc si on ne le met pas actuellement par défaut, il ne fait pas la vérification. Et si on le met, donc il va les vérifier. Donc là, pour toutes les images qui sont issues de l'organisation LinuxKit, il va aller vérifier les signatures des images. Je reviens un peu en arrière parce que j'ai oublié de vous parler de quelque chose. Par la suite, dans les services, on peut également mettre d'autres options qu'on n'a pas vues ici. Donc c'est si vous avez besoin, par exemple, de binder du système de fichiers de la machine hôte, c'est ici que vous allez le mettre, comme ce que vous feriez avec des conteneurs Docker quand vous indiquez les volumes, par exemple. D'accord ? Parce que, comme on l'a déjà dit, mais on va réinsister dessus parce que c'est quand même important, chaque composant de l'OS est un conteneur. Donc tous les services que vous allez lancer sont isolés les uns des autres. La seule façon qu'ils vont avoir de partager des choses, c'est soit en montant des volumes depuis la machine hôte, soit en précisant explicitement, par exemple, que vous allez utiliser le réseau de la machine hôte au moment où vous allez les créer. Voilà. Et donc il y a tout un tas d'autres options, bien sûr, qui correspondent à celles que vous avez sur les conteneurs, les capabilities et ce genre de choses. Donc pour construire notre OS, on va avoir besoin de tout un tas d'outils. Donc le premier qu'on va utiliser, c'est MobiTool, qui va nous permettre de construire l'image de l'OS. D'accord ? Donc ça, il va prendre tout simplement le fichier de manifeste, donc la recette de cuisine ou le plan de montage qu'on a vu en amont, et puis à partir de ça, il va nous permettre de générer l'image bootable de notre OS. Ce découpage n'a pas vocation à rester, on en reparlera par la suite. LinuxKit qui va vous permettre de booter l'image de l'OS, donc lui c'est vraiment le runtime finalement, qui va vous permettre de tester votre OS et s'adapter selon la plateforme sur laquelle vous êtes. RTF qui est Regression Testing Framework, il y a un gros effort d'industrialisation, comme l'a dit Eric, LinuxKit c'est déjà beaucoup utilisé chez Docker, et donc ils ont besoin pour ça d'avoir une qualité qui soit au rendez-vous. Et donc tout ce qu'on vous présente, tout ce qui est fait sur le projet, c'est quand même très testé. Enfin, tout est testé, et donc ils ont développé des outils pour permettre de réaliser ces tests. Et puis donc il y a des outils annexes qui se finissent à chaque fois en kit par hasard. Donc HyperKit, VPNKit, InfraKit. Alors HyperKit, ça permet d'avoir une couche d'abstraction supplémentaire sur la virtualisation, qu'on soit sur Mac ou sur Windows. VPNKit, ça permet de gérer l'interaction avec le réseau de cette couche de virtualisation. Et InfraKit, ça permet de gérer une flotte de machines LinuxKit. Bon, voilà, je ne passe pas forcément plus que ça dessus, ce n'est pas le sujet ici. Donc ici, on reprend le schéma de ce qui se passe vraiment quand on va utiliser MobiTool
pour construire l'image de notre OS. Donc on a notre fichier YAML en entrée, donc par exemple ici mon os.yaml. On va utiliser MobiTool pour lancer le processus de construction. Et là, ce qu'il va faire, donc c'est ce qui est schématisé ici, il va reprendre l'ensemble des éléments, donc le file system par exemple pour init, runc, containerd, et les mettre au bon endroit pour créer le file system finalement de notre machine, de notre OS qu'on souhaite construire. Et puis donc il y a une convention en fait de répertoires particuliers et dans lesquels vont être déployés donc les packages, donc onboot, containers onboot pour tout ce qui va être lancé sur le onboot, et container services pour tous les services qui doivent exister pendant toute la durée d'exécution de l'OS. Donc en fait pour ça, il va se baser sur le standard Docker, il va récupérer le file system qui est contenu dans l'image, interpréter les métadatas qu'il y a au niveau du conteneur et que nous on a rajouté dans notre manifeste pour créer un config.json et derrière décrire toutes les métadatas qui vont permettre de lancer les services et les process au lancement de l'OS. Ça nous donne un package donc avec tout le file system. Ce qui va se passer ensuite, c'est que quand on va lancer notre OS, premièrement, le kernel va se lancer. Il va lancer le process init, comme j'ai déjà évoqué, qui va lancer containerd, puis on va pouvoir, à partir de ce runtime de conteneur, lancer nos différents conteneurs, donc que ce soit ceux qui sont on boot ou ceux sous forme de service. Et puis là, donc, on se base sur les standards qui sont en cours de définition OCI pour la description des images. Voilà. Donc, je crois que le moment des mots est venu. Alors, donc là, on a voulu commencer par un petit OS basique qu'on appelait Hello World. Tac. Alors, on retrouve en fait notre... Est-ce que c'est assez gros? Je grossis ça un petit peu. Tac. Donc en fait, dans les slides, on a voulu vous épargner en fait ce genre de choses. Donc là, les hash. Donc en fait, tout ça, c'est des noms d'images Docker. Et ce hash là, en fait, va représenter actuellement le hash des fichiers qui ont permis de créer cette image. Donc en fait, jusqu'à la première release, ils ont décidé de mettre ce versionning là pour juste s'assurer que dès qu'il y a un fichier qui change, on a bien une nouvelle image. Donc normalement, après, on va retrouver des noms d'images comme ça. Donc là, on retrouve notre kernel. Le projet LinuxKit, actuellement, il tourne, donc il a deux branches du kernel, le 4.9 et le 4.13, je crois. Ouais. Enfin, ils essayent de garder les dernières versions de kernel, et ils vont déprécier au fur et à mesure les versions de kernel qui sont un peu plus vieilles. Donc on va retrouver notre command line, on va retrouver donc nos trois images d'init, donc init, runc et containerd. Et donc là, en fait, ce qu'on a fait, c'est juste un OS qui va juste démarrer donc un getTTY. Donc on va avoir un prompt. Quand notre OS va démarrer, on va juste avoir un prompt. Et donc pour construire notre OS, donc on va utiliser Moby. Donc on va faire Moby build et on va lui donner donc notre YAML. Donc là qu'est-ce qui va se passer? Donc là, ce que va faire le MobiTool, en fait, c'est qu'il va lire notre YAML. Donc il va s'assurer qu'il est correct. Et après, pour chacune des images, il va les process. Donc typiquement, pour le kernel, il va juste extraire le file system. Pour les init conteneurs aussi. Et par contre, pour le service container, ce qu'il va faire, en fait, c'est qu'il va prendre la définition de l'image et il va créer une config OCI, donc la nouvelle norme de conteneur, pour automatiser ça. Et derrière, en fait, il va directement créer nos images et nos images OS. Et donc là, en fait, on va retrouver un ensemble de fichiers. Donc en fait, c'est le point .img, donc ça va être le file system de notre OS. Donc on a le kernel juste à côté. Et ensuite, on a la command line donc, pour pouvoir se loguer. Donc ensuite, pour démarrer notre OS, il suffit juste de faire linuxit run et le world OS. Et donc là, on va voir, ça va aller très très vite. Et voilà, en quelques secondes, on a notre OS. Et donc notre premier OS, on a voulu faire un truc super utile en prod, c'est un Tetris en ligne de commande. Bon, par contre, votre OS en production, il ne va pas durer longtemps, parce que dès que vous perdez, en fait, votre OS, il va s'arrêter.
Juste pour dire, voilà, c'est typiquement juste avec un petit Hello World. Donc en fait, on a juste fait une petite image Docker. On a bootstrappé cette image donc avec les images d'init, etc. Et donc on a déjà un OS complètement custom. Et donc là, typiquement, il ne fait tourner qu'un seul Tetris. Donc c'est juste pour dire, on n'a pas eu besoin de faire grand-chose. Et vous avez vu aussi pour construire et pour le démarrer, bon, je n'ai pas chronométré, hein, mais c'est quelques secondes. Donc c'est quand même déjà pas mal. Donc maintenant, on va prendre un exemple un peu plus utile. Alors effectivement, quelque chose d'un peu plus utile ou qui vous parlera peut-être plus. Donc, toujours cette description. Donc je ne reviens pas sur les premières parties, ce sont les mêmes. On voit juste que le onboot, on a rajouté donc le client DHCP pour pouvoir avoir une adresse IP parce qu'on va en avoir besoin pour avoir du réseau. On a rajouté le getTTY, mais typiquement en production, il ne faudrait pas l'avoir. Nous, c'est simplement parce que pour la démo, c'est plus pratique pour vous montrer les choses et puis pour le débugger. Et notre conteneur Tomcat, qui est simplement l'image d'un Tomcat que je vais vous montrer, et on lui rajoute la spécificité, c'est qu'il utilise le network du host, donc de la machine host. Comme je disais, c'est des conteneurs, c'est isolé les uns des autres. Si on veut réutiliser des ressources de la machine sur laquelle on tourne, il faut le préciser. Donc là, c'est ce qu'on fait avec le net host. Donc l'image Tomcat qu'on utilise, c'est une image Tomcat qui est particulière en fait, qu'on a fait pour l'occasion. Donc qu'on voit ici, bon, il n'y a pas grand-chose, hein, on se base tout simplement sur une image Tomcat Alpine dans laquelle on va aller copier simplement nos fichiers à nous. Donc on va construire l'image. Donc là je fais make, c'est simplement pour construire, donc on voit c'est une image Docker, hein, ceux qui ont l'habitude d'utiliser Docker, ils voient que ce qui se passe derrière c'est qu'on construit cette image Docker, et à partir du moment où je l'ai construit, je vais pouvoir construire mon OS, cette fois-ci. Je le fais en sudo parce qu'il y a des choses qui existent déjà. Je ne veux pas avoir de problème. Ah oui, j'ai pas nettoyé. Pas de souci. Forcément, ça prend du temps. Voilà. Par contre, je vais aussi supprimer parce qu'à mon avis, je vais avoir un problème. Pardon. Hop. Ouais, ça, non, pas le kernel. C'est ma faute. J'ai répété, j'ai pas fait le ménage. Hop. Voilà. Donc, pardon, j'ai construit l'image de mon OS. Donc, on voit les mêmes étapes. Simplement, on a rajouté le onboot qui fait la même chose avec le conteneur qui contient notre client DHCP et qui va assembler toutes nos images. Là, la petite particularité, c'est que comme je suis sur un Mac donc qui va utiliser la couche de virtualisation HyperKit pour lancer mon OS, j'ai besoin d'aller utiliser le réseau du Mac. Donc pour ça, je lui passe l'option Networking VMNet et j'ai besoin de le faire en sudo parce que on ne peut pas le faire sans avoir les bons privilèges. Et ça va me permettre donc de lancer mon OS avec mon Tomcat. On voit que l'OS, encore une fois, il démarre très rapidement. Donc on a mis le getTTY, c'était notamment pour avoir un lien plus facile pour ça. Et voilà, donc là j'ai mon Tomcat qui a démarré dans ma machine virtuelle et qui ne fait que servir donc le splendide contenu qu'on a mis pour cette démo. Voilà. Et quand j'ai fini, donc, j'éteins ma machine. Ça va extrêmement vite également. Donc là, hein, juste noter, hein, on n'est pas en train de sortir d'un conteneur, on éteint vraiment une machine virtuelle. Une machine complète. Hmm. Et la dernière. Bon, maintenant, c'est bien, ça marche sur notre machine, mais bon, si on veut faire aller un peu plus loin, il va falloir faire tourner ça ailleurs. Donc là, en fait, on va vous montrer comment, finalement, déployer une image, comment faire démarrer un OS custom sur AWS. Donc là, on a toujours après la même structure, hein, je ne reviens pas dessus. Donc la seule différence, c'est que là, notre service qu'on va démarrer, au lieu d'un Tomcat, on va mettre un Nginx. Et donc là, typiquement, on voit ce dont parlait Pierre-Yves tout à l'heure, donc c'est les capabilities. Donc là, on est en train de dire que notre conteneur a besoin de droits particuliers
Et donc, on va lui dire, bah voilà, tu as le droit de te binder sur le network, tu as besoin de changer des droits de fichiers, etc. Et donc ça, en fait, notre OS ici, tout ce qu'il va faire, ça va être donc de booter, de récupérer une adresse réseau et de démarrer un Nginx. Et donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est que cet OS custom, on va vouloir le démarrer sur AWS. Donc déjà, pour le construire, on va changer une chose. Donc en fait, faut MobiTool, qu'on va construire en fait par défaut, donc il va faire un format avec, qu'on a vu, le kernel, le command line et le file system. Mais en fait, on voit qu'il y a déjà pas mal de formats différents. Donc typiquement, par défaut, c'était kernel plus init.rd, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Et donc là, par exemple, actuellement, pour AWS, on va utiliser ce qu'on appelle le format RAW. Donc le format RAW, en fait, ça va être un format d'image OS ultra basique. Hein. C'est un file system avec juste un secteur de boot pour dire comment tu démarres l'OS. Donc pour faire ça, donc on va faire notre mobibuild-format RAW. Et là, on va dire AWS, non, pas AWS, Nginx, OS, voilà. Donc là, on va retrouver les mêmes étapes. À la petite différence près, donc vu qu'on a précisé un output, un format différent, ce que va faire LinuxKit, en fait, c'est que lui-même, en fait, il va démarrer des outils. Alors, ces outils-là, en fait, derrière, ça va être des conteneurs Docker, ça va être tout ça, pour créer le format que je veux. Donc là, typiquement, le format RAW. Donc c'est pour ça que, typiquement, cette construction prend un petit peu plus de temps. C'est que lui, derrière, en fait, ils ont outillé beaucoup de choses pour que la construction soit la plus transparente pour nous. Et l'avantage de ça, en fait, c'est qu'on va pouvoir targeter donc plein de choses différentes. Et donc là, on ne l'a pas encore mis à jour, hein, parce qu'on n'était pas fou, on n'a pas voulu la mettre à jour 2 jours avant le talk. Mais donc en début de semaine, en fait, ils ont mergé une PR qui rajoute comme format de sortie Raspberry Pi 3. Donc on peut maintenant produire une image OS à destination des Raspberry. Donc tout ça, en fait, c'est vraiment outillé. Alors, par contre, il y a une chose aussi qu'ils sont en train d'améliorer, c'est qu'actuellement, on voit peut-être pas très bien parce que c'est tout petit, mais là, actuellement, sur mon Mac, j'ai Docker qui tourne. Donc l'outillage actuel s'appuie beaucoup sur Docker pour faire les manipulations d'images, etc. À terme, le produit, normalement, n'aura plus besoin de Docker pour tourner. Donc vous pourrez très bien le faire sur une machine où il n'y a même pas Docker installé. Et à force, je vais avoir du mal à faire les claquettes parce que ça prend vraiment beaucoup de temps. T'as oublié de préciser la taille. T'as peut-être oublié de préciser la taille. Ah oui, bon, c'est pas grave. Bon. Oui, alors ce que me dit Pierre-Yves, en fait, c'est que j'ai oublié un argument. Bon. En fait, il y a une petite limitation aussi au projet actuel, c'est que donc, le format RAW, en fait, il n'arrive pas à déterminer la taille de notre image. Donc là, en fait, par défaut, il va faire une image OS qui fait 1 giga. Et le problème, c'est que du coup, on a tellement peu de choses dedans que, en fait, il va remplir 960 mégas de rien. Donc ça prend un petit peu de temps, en fait. Mais bon. Et donc après, LinuxKit, en fait, vient... Donc là, jusqu'à maintenant, on n'a fait que du build. Mais maintenant, il y a aussi l'outillage pour faire du push. Donc le push, qu'est-ce que c'est, en fait? C'est de dire, j'ai une image OS, et je veux la publier dans des registries. Donc là, par exemple, je peux faire push AWS. Donc je dis push mon image vers AWS. Donc là, après, je peux préciser un nom de bucket. Donc par exemple, voilà, un bucket qu'on avait déjà créé, et je lui précise quelle est l'image que je veux envoyer. Donc là, l'intérêt de ça, en fait, c'est qu'en faisant ça, donc je vais transférer cette image chez AWS, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que derrière, LinuxKit en fait, va appeler toutes les API chez AWS pour déclarer notre image comme une AMI. Donc si vous connaissez AWS, un AMI, en fait, c'est un OS qu'on peut démarrer en tant que machine virtuelle. Et donc mon Nginx OS sera déclaré comme une AMI. Et donc après, je pourrais instancier une machine virtuelle directement avec cet OS. Donc là, je ne vais pas faire le transfert parce que 1 giga, ça prend un petit peu de temps. Mais par contre, derrière, je peux faire ça. Donc je peux faire LinuxKit run AWS. Et là, je lui dis le nom de mon OS. Voilà. Et voilà, forcément, j'ai changé. Donc là, c'est juste, il faut que je lui précise sur quelle région AWS. Voilà. Voilà. Et donc là, ce qui se passe, c'est que j'appelle l'API d'AWS, donc je m'étais authentifié, etc. Et derrière, en fait, quand on va aller dans l'interface d'AWS, forcément, je me suis fait déloguer. Voilà, j'ai une instance qui démarre. Je n'ai pas encore d'IP public. On va attendre un tout petit peu. J'ai été un peu vite. C'est l'effet démo. C'est la première fois que ça n'est jamais arrivé avant.
Donc là, en fait, hein, vraiment, c'est comme si j'étais en train de démarrer une image AWS, sauf que là, c'est avec notre OS à nous. Et d'habitude, ça prend moins de temps. Allez, allez. Des joies de la démo. Voilà, j'ai une IP publique. Et donc là, si je vais sur mon IP publique, et voilà, j'ai mon Nginx qui me distribue mon OS. Voilà. Donc là, on est passé du Hello World à ça marche sur ma machine à on est sur AWS. Donc là, en fait, on a vraiment fait un OS complètement custom. Donc là, j'ai mis un Nginx, mais vous mettez un peu ce que vous voulez, hein, du moment que c'est sous forme d'image Docker. Et on peut déjà le mettre sur du cloud. Donc on peut déjà faire de la prod avec. Juste pour préciser, hein, nos images, donc notre Tomcat, nos Nginx, nos prompts, c'est des images Docker standard. On n'a pas dû customiser, mettre des labels particuliers, on n'a pas dû avoir un from particulier. On n'a pas besoin de... Voilà, c'est vraiment... le Linux Kit va vous permettre de faire tourner des images Docker standard comme vous feriez avec une distribution traditionnelle. Hop. Donc nos retours, c'est que le démarrage d'un premier OS est extrêmement rapide, vous avez pu le voir, et même quand nous on a découvert le projet et qu'on l'a testé, ça nous a pris vraiment très peu de temps pour avoir quelque chose qui marchait de façon très rapide. Donc c'est vraiment un gros avantage, c'est-à-dire que pour ceux qui ont fait du Linux from scratch où il fallait un peu de temps avant d'avoir un résultat quand même. Là, l'avantage, c'est que tout est outillé pour vous simplifier la vie et pour avoir vraiment un OS complet qui soit construit très rapidement et qui vous permette de commencer déjà à tester rapidement. En revanche, donc, le projet est jeune et encore en construction. Donc, on a eu quelques problèmes quand on a commencé à construire les démos. Par exemple, à un moment, ça ne fonctionnait plus et il a fallu attendre 6 heures, refaire un pull du master pour qu'ils corrigent de leur côté le problème qui avait été introduit. Et donc, tout simplement parce que le projet, il n'y a pas encore de release officielle. On est sur quelque chose qui est tout de même assez mouvant. Mais en revanche, ça bouge quand même assez vite et on voit les évolutions, on les a déjà vues depuis qu'on a commencé. Autre chose, c'est que le debugging et le logging sont assez complexes, mais ça, c'est pas l'outillage qui est en cours, c'est la philosophie qu'il y a derrière. Vous connaissez certainement la notion de pet versus cattle, le fait qu'on ne gère plus ces machines à la main, mais qu'on va gérer un troupeau. Donc c'est un petit peu la même analogie que celle qu'on a faite avec l'armoire normande et les meubles standards qu'on va pouvoir jeter. Là, sauf qu'en plus, on a un niveau de cloisonnement à l'intérieur des machines qui fait que ça devient très compliqué de pouvoir débugger ce qui se passe dedans. Donc il va falloir débugger à l'extérieur. Donc par exemple, tester vos conteneurs en dehors du cadre Linux Kit avant de construire votre OS pour s'assurer juste que tout fonctionne bien ensemble. Et par ailleurs, donc, il y a ce qu'on avait évoqué, ils ont développé de leur côté un outillage qui permet d'outiller tous les tests. Donc l'idée, c'est aussi d'avoir cette approche de quand vous scriptez les choses, quand vous commencez à construire les choses, que vous puissiez automatiser tous les tests. Le dernier point, c'est la séparation MobiTool Linux Kit qui reste à finaliser. Vous avez vu, pour construire les images des OS, on utilisait MobiTool. L'objectif à terme, c'est de se séparer de l'adhérence avec Docker et de Mobi. Et donc l'idée, c'est que Linux Kit permette de faire à la fois le run, mais aussi le build des images. Et puis donc il permet déjà maintenant de construire les images Docker que vous allez utiliser pour construire votre OS avec Linux Kit PKG. Donc l'idée à terme, c'est qu'on n'ait plus besoin de ce MobiTool et qu'on puisse tout faire avec Linux Kit uniquement. Donc on me disait, hein, c'est un projet encore jeune, hein, donc il a un avenir qui est encore à définir. Donc typiquement, hein, la dernière évolution qui est arrivée, hein, c'est le support d'ARM. Hein. Et donc maintenant, vous pouvez très bien construire des images OS pour des Raspberry. Donc là, typiquement pour ceux qui installaient des distribs un petit peu lourdes sur leur Raspberry pour faire tourner du Docker ou des choses comme ça, maintenant, typiquement, vous pouvez targeter directement votre Raspberry et avoir une image vraiment toute petite pour, je sais pas, créer un dashboard, créer un OS pour juste avoir un capteur qui envoie ça après sur le cloud. Enfin voilà. Donc l'intérêt, hein, c'est ça, c'est qu'on commence à avoir ce genre de use case. Je ne sais pas si vous connaissez le produit Traefik, donc un reverse proxy, hein, qui est plus orienté conteneur, Docker, etc.
j'en discutais avec le créateur, et lui, il disait, LinuxKit, moi, ce que je vois, c'est que potentiellement, actuellement, moi, c'est un conteneur, mon Traefik, mais pourquoi pas, demain, je vendrais une appliance. C'est carrément, je vends un OS qui va faire reverse proxy de tous tes conteneurs Docker. RancherOS, donc j'en parlais tout à l'heure, c'est que pareil, eux leur business, c'est de construire un OS aussi. Ils vendent un produit qui va se mettre sur cet OS-là, mais plutôt que reutiliser tout à la main avec des scripts, etc., ils commencent à regarder LinuxKit aussi. La dernière évolution là, qui a été annoncée cette semaine chez Docker, donc de pouvoir, avec Docker, gérer Kubernetes, pareil, ils ont utilisé LinuxKit pour construire une image OS qui permet d'avoir Docker Swarm et Kubernetes dans la même image OS. Donc il y a plein de use cases comme ça qui apparaissent. De leur côté, même techniquement, donc comme on disait, il y a encore des choses à améliorer. Donc même s'il y a beaucoup de tests, typiquement on a vu un test, ça va être tester une faille kernel pour vérifier que la pile réseau ne s'écroule pas si on envoie ça, etc. Donc il y a plein de tests, mais il y a encore des choses qui ne sont pas testées. Typiquement, on a rencontré un premier bug, c'est quand on a construit notre image AWS, on avait un out of memory quand on construisait parce que il y avait un endroit où ils avaient mal codé quelque chose. Donc il y a encore des choses, voilà, ils veulent vraiment être le plus robuste possible. Et dans un avenir pas proche, mais moyen terme, ils ne se ferment pas aussi à réécrire complètement le projet, mais en Rust. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Rust, mais voilà, c'est une autre approche du Go. Et bon, pour eux, c'est intéressant parce qu'ils sont vraiment en train de manipuler du système. Et donc, ils ne se ferment pas à cette porte-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Donc il y a Linux, le fait aussi d'open sourcer. Donc Docker veut vraiment aussi open sourcer tout ce qu'ils font donc pour Docker for Mac et Docker for Windows. Donc là, avec les annonces qu'ils ont fait cette semaine, ils vont mettre à dispo des nouvelles images OS. Donc il y a vraiment pas mal de choses à faire. Donc nous, donc là, ce qu'on a vu, c'est que LinuxKit, ça vous permet donc de très facilement construire des images donc, de systèmes d'exploitation. Ces systèmes d'exploitation donc sont entièrement basés sur des images Docker. Donc c'est des images. Donc ces images-là sont recomposables à volonté pour recréer un nouvel OS. C'est vraiment très simple de s'y mettre. Vraiment, là, on vous a donné les points d'entrée. Allez voir la doc, vous verrez, il n'y a pas grand-chose de plus pour vraiment rentrer dedans. Après, là où par contre, vous pouvez vraiment vous faire plaisir, c'est créer des nouveaux packages, créer des nouveaux projets, des nouveaux use cases. Il y a vraiment encore tout à faire. Les contributions aussi sont vraiment les bienvenues. Ils prennent les PR assez facilement parce que typiquement, ils ont encore besoin beaucoup d'intégration de cloud. Par exemple, il y a encore des cloud providers qui ne sont pas gérés, des formats qui ne sont pas gérés. Ils prennent vraiment beaucoup de choses, voire même ils ne se ferment pas aussi à avoir un repos, enfin une partie du repos où ça va être plutôt les tricks, enfin voilà des petits outillages que vous avez mis en place vous pour utiliser LinuxKit, voilà, histoire de les partager. Donc vraiment, c'est vraiment un projet qui nous a vraiment beaucoup plu, nous. Enfin vraiment, c'est très agréable à utiliser. Donc on vous le recommande vraiment. Et n'hésitez pas à aller voir, à contribuer. Donc là, on a mis donc tout ce qu'on vous a montré, c'est sur le repo GitHub de Pierre-Yves. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir comment on a fait. Donc voilà. Merci à tous. Merci. Donc on a le temps pour des questions, si vous voulez. Si. 1, 2, oui. Dans ce que tu as montré, il y a pas mal de magie sur le AWS Push, par exemple. Là, il y a un security group qui a été créé automatiquement. Non, alors oui, alors pour ceux qui connaissent bien AWS, effectivement, il faut créer un rôle particulier pour l'upload, un security group particulier. En fait, il y a un mécanisme bien particulier avec AWS pour créer des images. Et cette mécanique-là, en fait, elle existe pour tous les cloud providers. Donc, LinuxKit, finalement, utilise ces mécanismes-là, mais par contre, effectivement, il n'y a pas de création automatique de tout ça. Donc c'est une config dans AWS que tu fais pour permettre de faire, c'est pas. J'essaie de faire mon compte. Descripteur derrière. Ouais, j'ai initialisé mon compte correctement pour que ça marche comme ça. Ouais. Mais on l'a fait qu'une seule fois et ça fonctionne derrière. Et même d'ailleurs, on peut partager les images OS après entre copains et tout. Après, c'est. Sécuriser. On peut faire du réseau social. Tu disais sécuriser tout à l'heure, c'est ça. Ouais. D'autres questions ? Non. Bon.
Ah, il y en a une tout devant, c'est histoire de te faire courir. Merci. C'est une question sur les perfs. Est-ce que vous auriez éventuellement noté une différence de perf d'un service que vous faites tourner avec une construction LinuxKit plutôt qu'une construction artisanale, on va dire, une distro classique? On n'a pas testé. On n'a pas testé. Après, Est-ce qu'il y a un clair- overhead quelconque éventuellement? l'overhead, il sera celui, comment dire, que tu as classiquement peut-être avec un runtime de conteneur, à savoir complètement infime. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que le kernel sur lequel il se base pour faire tourner l'OS, c'est vraiment un kernel minimal. On n'a pas creusé plus que ça, enfin, on n'a pas parlé plus que ça, mais le répertoire kernel qui est sur le repo, il contient tout leur set de patch et toute leur config de kernel. Et là où un kernel Ubuntu classique, il a 6500 options qui sont activées sous forme de module ou sous forme statique, sur leur kernel, il y en a 1500. Donc j'ai envie de dire, on n'a pas testé, mais je pense qu'il y a l'outillage de toute façon pour le faire, que du fait qu'il y ait beaucoup de choses désactivées et qu'on soit plus léger, il y a quand même des chances que ce soit mieux, quoi. Par contre, en termes de performance en stateless, je pense que tu seras plus performant qu'un OS traditionnel. Par contre, c'est l'un des axes aussi d'amélioration, c'est qu'ils sont en train de travailler aussi sur le branchement donc de disques persistants extérieurs. Parce que là, comme on a vu, hein, c'est de l'immutable infrastructure, c'est des conteneurs. Donc typiquement, tu ne stockes pas de données dessus, en fait. Et donc actuellement, ils sont en train de travailler sur les branchements extérieurs de storage. Donc là-dessus, par contre, il y a encore beaucoup de travail. Donc je pense que là-dessus, on n'a pas testé, mais vu comment ils le sous-entendent, je pense que les performances ne doivent pas être aussi performantes qu'un vrai OS traditionnel.